si je fais de la basse intensité, je vais moins interférer parce que je vais moins contraindre le système. Mais en fait, c'est faux. J'ai l'impression qu'on a tendance à catégoriser hypertrophie, force, mobilité et endurance. En fait, tu te retrouves avec tout ça, tu te dis mais comment j'organise tout ce bordel? Et là, il y a un principe clé, qui est le principe de capacité. Tu peux faire plein de choses bien, mais si tu fais plein de choses bien de manière exponentielle, en fait, tu te blesses pour la même raison, quoi. T'as beau faire des choses qui potentiellement sont bonnes, sur le papier, même en pratique, mais c'est juste, t'en fais trop. Le trop est l'ennemi du bien, en fait. Plus on va se retrouver sur quelque chose de très intense, et moins on va avoir d'interférence. Déjà, il y a une chose qui est certaine, c'est que si on veut être endurant, il faut hypertrophier un muscle qui est le cœur. Si tu t'entraînes pas 2 fois par jour, déjà, globalement, la gestion des interférences, ça a pas trop de sens. Bienvenue sur le podcast, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, encore une fois, très intéressant, je pense. Assez lourd comme sujet, il va y avoir beaucoup de notions un petit peu techniques sans doute. On va parler justement du concurrent training ou l'entraînement simultané. Comment mêler le développement de la force et le développement des qualités énergétiques au sein de la préparation physique. Alors il y a plusieurs façons de le voir. Ça peut être, quand je dis les qualités de force, c'est au global. Donc les qualités neuromusculaires plutôt. Force, hypertrophie. Après évidemment ça va dépendre des sports. Rémi parlera un peu d'exemples qu'il peut avoir en triathlon, en trail et tout ça. Où là pour le coup l'hypertrophie n'est pas très importante. Donc là ce sera plutôt l'aspect purement force. Voilà, ça va dépendre. Pour un athlète CrossFit, ce sera différent, etc. On va parler de ça, mais du coup, il faut déjà définir un petit peu les choses. Au-delà de la force et de l'hypertrophie, il faudrait qu'on parle de l'entraînement des tissus au global, en fait. Et comment mêler ça à l'entraînement énergétique. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. On nous dit, c'est bien, vous parlez de mobilité, les Pels Rails, l'excentrique, tous ces concepts dont on peut souvent parler. En même temps, à côté de ça, il y a le travail énergétique, il y a le travail de force, il y a le travail d'hypertrophie. Comment on organise le tout? Et justement, je pense que c'est important de commencer par définir les choses. Au-delà du travail de force au global, il y a ce qu'on appelle l'entraînement spécifique des tissus. L'entraînement spécifique des tissus, c'est... Pour le coup, il faut faire la distinction entre, je dirais, l'entraînement interne et l'entraînement externe. Quand on dit qu'on va développer la force, en fait, on se concentre sur des mouvements bien particuliers. Parce que quand on développe la force, il y a la notion de spécificité. Où évidemment, quand tu développes ta force sur un certain mouvement, tu ne vas pas la développer forcément sur un autre. Je pense par exemple, tu développes ta force sur une traction, ça ne va pas être la même chose que si tu fais de l'aviron. Chaque mouvement, même si ça reste du tirage, chaque mouvement est spécifique dans notre exemple. Donc il y a le développement de la force d'un point de vue externe. Donc je vais développer ma force sur un mouvement spécifique. Et puis après, il y a développer des qualités tissulaires. Développer vraiment des qualités sur certains tissus. Et c'est ça qui va nous intéresser. Parce que finalement, pour développer de la force sur un mouvement, il faut avoir en prérequis quelque part des qualités sur les tissus. Et ça, c'est un peu le centre surtout de mon approche. Et quand je parle d'entraînement spécifique des tissus, je parle des tissus conjonctifs, des articulations et des muscles en partie. Enfin, d'une manière globale, c'est un peu ça les 3 types de tissus. Tissus conjonctifs, les articulations, même si ça en fait partie, et les muscles avec les différents types de fibres musculaires. Et justement, on peut orienter l'entraînement sur certains types de tissus plutôt que d'autres, et on peut orienter ça du coup en interne. Tu vois, d'un côté, il y a l'entraînement externe où je vais chercher à améliorer ma capacité sur un mouvement, sur des patterns, des mouvements donnés, et de l'autre côté, il y a l'entraînement interne où là, je vais chercher à développer les briques, les fondations de nos qualités, qui sont donc nos tissus, puisque sans nos tissus, on ne pourrait pas pratiquer les mouvements qu'on fait. Donc, ça peut être développer la capacité articulaire, la capacité de tissu conjonctif, ça peut être de faire de l'hypertrophie ou développer de la force, un RFD, donc une explosivité, quelque chose, une puissance, sur les fibres musculaires. Bref, il y a plein de qualités comme ça. Ça, c'est l'entraînement spécifique des tissus. Donc, d'une part, il y a
il y a cet entraînement spécifique des tissus qui peut être très analytique, Spécifique. très spécifique. Et d'autre côté, après, il va falloir mêler ça à des besoins énergétiques qu'on peut retrouver dans le sport. Mm. Donc Mais, justement, ouais. ouais, Et puis d'ailleurs, il y a la notion de prolongement des qualités de développement spécifique, parce qu'au final, si on prend très large l'endurance, donc la réitération d'efforts plutôt de basse ou de moyenne intensité, au final, c'est juste le prolongement des qualités spécifiques tissulaires que tu as, mais tu vas juste le tisser sur le très 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 long terme. Donc tu pourrais très bien voir le côté structurel, donc là c'est mon muscle, même on pourrait dire au final, ça peut être mon tendon, parce que mon tendon, il va devoir emmagasiner une certaine quantité de charge, donc on a quand même une notion de temps, donc d'endurance. On va voir, ouais, ça peut être le muscle, ça peut être le cœur, même ça peut être le tissu pulmonaire. Et au final, ce tissu-là, tu vas le stresser sur le long terme. Donc en fait, les qualités énergétiques ou les qualités d'endurance sont le prolongement des qualités de développement spécifique d'un tissu. Et ça, c'est déjà, je pense, bien d'introduire directement par ça, de se dire, c'est pas vraiment les qualités de force et les qualités d'endurance aux deux antipodes, parce que la littérature, c'est comme ça qu'un peu elle nous tisse le tableau, c'est-à-dire ici on a des adaptations de force, ici on a des adaptations d'endurance, et des fois ça interfère un petit peu entre les deux. Mais ce qui est important, c'est de se dire au final il y a quand même un prolongement entre les deux, et on peut se situer plus ou moins à un endroit du continuum. Ça, c'est la première chose. Après, d'un point de vue macroscopique, effectivement, on peut quand même distinguer les qualités énergétiques ou d'endurance. Classiquement, on se réfère à 3 catégories. Alors évidemment, ce sera à retranscrire à chaque fois dans l'activité, mais on va avoir ce qu'on appelle l'entraînement basse intensité ou intensité médium, c'est le MICT, Medium Intensity Continuous Training, c'est-à-dire l'entraînement basse intensité de longue durée avec des fréquences cardiaques entre 55 et 75% de la fréquence cardiaque maximale. Donc là, ça va être quelque chose d'assez long. Classiquement, on parle de zone 1 ou 2. Après, on va avoir ce qu'on appelle l'entraînement haute intensité, le High Intensity Training. Là, on va être plutôt sur du 80 jusqu'à 100% de la fréquence cardiaque maximale. C'est le classique, ça va être un 30-30 ou ça va être des entraînements plus haute intensité. Et ensuite, si on va encore plus loin, on va avoir le sprint interval training, où là, ça va être des efforts intensité maximale de 30 secondes avec des récupérations qui sont passives de 3 à 5 minutes. Pourquoi je parle de ces 3 catégories-là ? Parce que la façon dont je les ai expliquées ici, ça forme un continuum jusqu'à le sprint interval training, et on verra par la suite, mais globalement, le sprint interval training se rapproche des qualités de développement de force, que ce soit d'un point de vue, on va dire, purement mécanique, c'est-à-dire la tension développée par les muscles, mais aussi d'un point de vue plutôt, on va dire, moléculaire, microscopique, ce qui se passe. Parce que lorsqu'on essaie de développer des qualités de force ou d'endurance, ou des qualités tissulaires et puis après de l'endurance, on a aussi une notion d'interférence, c'est-à-dire on essaie de développer des qualités qui sont parfois un petit peu différentes ou opposées. Et c'est pour ça que là, on va essayer de définir un petit peu comment les interférences peuvent se gérer, mais aussi c'est quoi les interférences. Et classiquement, on se réfère à 2 voies de signalisation, 2 voies métaboliques, on va dire, qui distinguent en termes d'adaptation. On a l'entraînement d'endurance qui va solliciter ce qu'on appelle la MPK, et j'en parlerai juste après Alexis, et on a le côté mTOR. Et ce qui est important de retenir ici, c'est que suivant le stress que tu vas subir, si c'est un stress plutôt similaire à de la force ou si c'est un stress similaire à de l'endurance, la cascade d'adaptation à l'intérieur de la cellule ou à l'intérieur du corps d'un point de vue microscopique sera différent. Et du coup, c'est intéressant déjà d'avoir un petit peu cette base théorique pour se dire ça, ce sera plus de la MPK de l'endurance, ou ça, ce sera plus du mTOR et de l'adaptation en termes hypertrophie ou force. Donc je vais laisser Alexis parler d'mTOR parce qu'il adore ça. Ouais, je pense qu'on reviendra un petit peu après sur le sprint interval training dont tu as parlé. Il faudrait qu'on le définisse un peu plus, et puis ça nous permettra d'expliquer en quoi ça permet de rejoindre un petit peu les deux mondes. Mais ouais, comme tu dis, il y a deux voies, on appelle ça des voies de signalisation cellulaire, qui sont classiquement décrites comme
opposés et contradictoires, mais on se rend compte que de plus en plus que évidemment le corps humain c'est quelque chose de complexe et que c'est pas il y en a un qui est activé, l'autre qui est désactivé et inversement. Les deux ont lieu en même temps et c'est plus ou moins l'un, plus ou moins l'autre, c'est encore une forme de spectre, de continuum. Et en fonction des modalités d'exercice qu'on va choisir, on va plutôt solliciter davantage l'un que l'autre, ou plutôt les deux de manière hybride. Et derrière, on va avoir des adaptations qui seront différentes. Donc, comme tu disais, ces deux voies de signalisation cellulaire, il y a la voie mTOR et l'autre voie qui est celle de l'AMPK. On va expliquer ça. L'AMPK, globalement, c'est la voie de l'endurance, si on devait résumer de manière très simpliste, alors que mTOR, c'est la voie qui va permettre de déclencher l'hypertrophie, donc la synthèse de nouvelles protéines musculaires. mTOR, alors qu'est-ce que c'est ? En fait, mTOR, c'est une protéine. Une protéine qui, ça veut dire Mammalian Target of Rapamycin. Je crois qu'il y a des noms il y a un autre nom, je crois, qui change, mais bon, globalement, c'est ça, c'est mTOR, Mammalian Target of Rapamycin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en français, la cible mammalienne, donc ça fait référence aux mammifères. On va expliquer encore aussi, parce que là, ça doit être ultra chinois pour tout le monde, mais moi, c'était le cas aussi pour moi au début. Mais la cible mammalienne de la rapamycine, qu'est-ce que ça veut dire ? La rapamycine, en fait, c'est simplement tout le monde va comprendre après, mais là, pour l'instant, il faut essayer de capter les éléments, et après, ce sera beaucoup plus clair. La rapamycine, c'est juste une bactérie qui a été trouvée sur l'île de Pâques, voilà, qui s'appelle Rapa Nui dans la langue locale là-bas. C'est la raison pour laquelle cette bactérie, on l'a appelée la rapamycine, c'est la référence à Rapa, qui est donc l'île là-bas où ils ont trouvé ça. Et en fait, ils se sont rendus compte que cette bactérie, si tu veux, en fait, elle inhibe justement la protéine qu'on appelle mTOR, qui est donc cette cible de la rapamycine. Et en fait, cette protéine mTOR déclenche la synthèse de nouvelles protéines musculaires. Donc quand on fait de l'hypertrophie, quand on veut prendre du muscle, ce qu'on veut, c'est créer des nouvelles protéines musculaires, parce que c'est les constituants de nos muscles. Et donc mTOR, quand on l'active en faisant un entraînement en résistance, quand on fait de la muscu, en gros, très simplement, on fait de la muscu, on met du stress mécanique sur nos cellules, et ça nous permet d'activer cette protéine qui est mTOR. mTOR, justement, va déclencher ce qu'on appelle la traduction des protéines, enfin, va permettre de créer de nouvelles protéines. Et donc, on l'appelle comme ça parce que c'est la cible de la rapamycine, et donc, derrière, ça veut dire que la rapamycine va inhiber cette protéine-là, mais évidemment, c'est juste le nom qu'on lui a donné. C'est pour dire, voilà la protéine qui permet de déclencher l'hypertrophie. On s'est rendu compte historiquement qu'il y avait une bactérie qui empêchait la synthèse des protéines musculaires, mais je crois qu'à la base, les premiers papiers là-dessus, c'était même conduit sur des mouches. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'être humain. C'est pour ça qu'ils disent mammalian, c'est par rapport aux mammifères. Mais voilà pour la petite histoire, c'est parce que c'est des trucs toujours un peu techniques, on comprend pas grand-chose au début quand on s'intéresse un peu à la biochimie, c'est toujours il y a des noms de protéines, c'est technique, donc voilà. Et donc voilà, donc d'une part, si tu veux, il y a cette voie de signalisation où j'envoie du stress sur mes cellules pour derrière déclencher l'hypertrophie, et il y a l'autre voie qui est celle de la MPK. Et en fait, il y a des vieux papiers, mais ça tu vas en parler beaucoup mieux que moi, qui au départ faisaient penser que ah tiens, si j'active mTOR, je vais faire donc de la muscu, je vais faire de l'hypertrophie, mais derrière ça va inhiber à MPK, et donc ça me fait perdre en endurance entre guillemets. Puisque MPK va être plutôt impliqué sur tout ce qui est là pour le coup biogénèse, les mitochondries et toutes les adaptations d'endurance. Et inversement, quand je vais faire un travail d'endurance au sens large, je vais activer la voie MPK et ça va inhiber mTOR, ce qui va nuire à mon hypertrophie. Et du coup, cette notion d'interférence qui fait que si je fais l'un, ça empêche l'autre, mais il y a des sports qui nécessitent les deux. Et du coup, comment on peut essayer de mixer, de réconcilier les deux voies de signalisation. Mais ça, par rapport à ça, je mettrais une référence, un papier, mais globalement, par exemple, chez du public qui est sédentaire, donc qui
qui n'a pas trop d'expérience, que ce soit dans l'entraînement en force ou à l'entraînement en endurance, si tu regardes un petit peu justement ces cascades d'un point de vue plutôt microscopique, tu vas avoir une expression de mTOR et tu vas avoir une expression de AMPK, même, enfin, indépendamment en fait de la modalité. Et dans la littérature, il parle même de spécificité du signal, ce qui est, on l'a pas parlé tout à l'heure, mais de spécificité du signal, ce qui veut simplement dire qu'en gros, bah, quand t'as pas d'expérience dans l'un ou dans l'autre, tu réponds positivement. Enfin, en fait, le corps plutôt ne fait pas la différence entre ce qui est de la force et ce qui est de l'endurance. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on peut expliquer que quand une personne, par exemple, commence l'endurance, elle peut subir un petit peu d'hypertrophie. Par exemple, les cyclistes ont quand même une hypertrophie au niveau des jambes. Et globalement, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quand même eu la voie mTOR qui a été sollicitée pour construire de nouvelles protéines musculaires et puis augmenter l'hypertrophie, etc. Donc, globalement, déjà, là, il y a une notion qui est importante, c'est que si tu es quelqu'un qui n'a jamais réellement investi beaucoup de temps dans l'une des modalités ou l'autre, bah, globalement, tu peux faire un petit peu ce que tu veux et tu vas pas trop avoir de phénomène d'interférence. Euh, Ça, c'était le premier point. Après, pour ce qui est de l'AMPK, donc Alexis a parlé de mTOR, qui est plutôt responsable de ce qui va être prolifération, synthèse protéique, croissance musculaire, etc. Et l'AMPK, c'est un peu différent. Le nom, encore complexe, adénosine monophosphate protéine kinase. En gros, une kinase, c'est une enzyme qui permet d'activer quelque chose. Et globalement, l'AMPK, c'est sollicité pour différentes raisons. Par exemple, des réserves énergétiques qui commencent à baisser. C'est-à-dire que quand tu commences euh, à avoir une demande accrue d'ATP, tu vas dégrader de l'ATP, effectivement, puisque tu es en train de faire ton exercice d'endurance. Et tu vas avoir un ratio AMP, d'où le nom d'ailleurs, AMPK, AMP, ATP qui va augmenter. C'est-à-dire qu'il va y avoir une demande accrue d'énergie au sein de la cellule. Et donc, tu vas avoir cette kinase, l'AMPK, qui va être sollicitée. Et après, ça va induire une cascade. Par exemple, ça va induire l'oxydation des acides gras, aussi tout ce qui va être au niveau de la mitochondrie. Et donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'AMPK est sollicité dès qu'il y a une demande accrue d'énergie et quand tu vas avoir des réserves énergétiques qui vont commencer à baisser. À l'inverse de mTOR, où là, ça va être plutôt de la grosse tension mécanique, où au final, oui, les réserves énergétiques vont aussi prendre un coup, principalement glycogène musculaire, mais un petit peu moins qu'en endurance. Donc, globalement, c'est ça. Et après, effectivement, tu peux avoir des interférences. Donc, ça peut être d'un point de vue microscopique, c'est-à-dire, on a par exemple AMPK qui va interférer avec mTOR, du coup, l'hypertrophie musculaire va être inhibée. Mais ça peut être aussi d'un point de vue plus macroscopique, et j'ai envie de dire, en tout cas pour moi, c'est ce qui est important. D'un point de vue macroscopique, ça veut dire, est-ce que après, par exemple, ton entraînement d'endurance, tu es capable de faire un entraînement de force en gardant la même qualité, en gardant la même puissance développée, la même force développée, la même vitesse développée sur les répétitions. Est-ce que d'un point de vue purement, on va dire, mécanique, ça interfère? Et est-ce que d'un point de vue purement moléculaire, ça interfère? Ouais. Ouais, j'étais en train de penser à. Là, pendant que tu expliquais ça, en fait, pour peut-être. Ça permettra. Bon, là aussi, ça va faire intervenir d'autres notions, mais je trouve que c'est assez schématique et que ça permet de bien comprendre le truc. Tu me confirmeras si c'est comme ça que. Sinon, si c'est pas le cas, tu me diras si j'ai tort, mais en fait, on va dire que la MPK, globalement, la voie MPK, si on pensait au système enfin, au modèle des systèmes énergétiques, les filières énergétiques. On n'ira pas très loin là-dedans, mais juste, en gros, la MPK, tu vas l'activer surtout via le système aérobie et la respiration cellulaire, ces choses-là. Et à l'inverse, si je devais dire, le mTOR, c'est plutôt activé par le système ATP-PCR, le système de glycolyse anaérobie. Et là, alors je me trompe peut-être, mais là où il y aurait peut-être, si tu veux, un peu une activation des deux voies à la fois de mTOR et de MPK et où ça peut faire interférence, ce serait au milieu de ça, donc plutôt au niveau de la glycolyse anaérobie, avec le système de transport des lactates, etc. Qui est un peu à l'interface. Bon, après, on sait que tout ça n'est pas... les trois voies énergétiques ne sont pas isolées et qu'elles ont lieu en même temps, mais ce que je veux dire, c'est qu'entre guillemets, sur des efforts lactiques, c'est là où ça pourrait le plus interférer par rapport à un effort de force qui est purement ATP-PCR
ou un effort purement d'endurance et de déplétion glycogénique à l'autre opposé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors ça c'est un gros débat. Déjà au niveau des filières énergétiques, parce qu'on sait par exemple que les cinétiques de resynthèse de la PCR, donc la phosphocréatine qui permet en gros la production d'un effort rapide, la production d'énergie sur un effort qui est hyper court, est quand même assez bien lié aussi à la resynthèse d'oxygène. Donc en gros, Ouais. en termes de filière énergétique, je pense que le schéma temporel sur lequel on observe nos filières énergétiques est peut-être un peu réducteur, et en fait c'est quand même assez proche. Mais après, en tout cas, moi je suis partisan du fait que même à la salle, par exemple, tu peux développer des qualités énergétiques. On a fait plusieurs podcasts où on a parlé des clusters et des AMRAP, par exemple. Et moi, ça m'est arrivé déjà avec des athlètes de poser un oxymètre, etc. et de regarder un peu les cinétiques d'oxygène et d'essayer de travailler spécifiquement en fait la portion métabolique. Voilà, on va rentrer un peu dans les détails, mais la portion métabolique de son activité, parce que lui avait besoin d'être à un certain niveau de désaturation, bref. Et en fait, je pense que tu peux quand même matcher les contraintes énergétiques du terrain avec les contraintes de la salle. Sauf qu'à la salle, en fait, tu vas avoir des tensions mécaniques qui seront plus importantes. Et probablement que sur le continuum force, tu vas être plus côté force que côté endurance. Mais je sais pas trop si sur justement ce continuum-là, par exemple, je pars partout, mais par exemple, l'endurance locale d'un muscle. Il y a le papier de Schoenfeld sur le continuum des répétitions et le Ouais. force-endurance continuum. Il y a un gros paragraphe sur l'endurance locale d'un muscle. Et en fait, tu t'aperçois que si vraiment les charges sont hyper basses, bah, tu peux travailler aussi de la densité mitochondriale, de capacité oxydative au niveau du muscle. Donc, est-ce qu'au final, par exemple, l'endurance que tu fais à l'extérieur quand tu vas courir, c'est pas juste de l'endurance locale? Ça se trouve, c'est juste de l'endurance C'est le locale. pattern qui change. Donc en fait, est-ce Ouais. que le corps vraiment... lui, pour moi, le corps, juste, il perçoit de la tension mécanique, c'est-à-dire à quel point tu tires sur le muscle, et la déplétion glycogénique. Et c'est pour ça que sur la MPK et mTOR, je disais que MPK, c'est surtout sollicité sur de la déplétion glycogénique et de la demande d'énergie sur le long terme. Mais après, pour moi, le corps, lui, il fait pas trop la différence, quoi. Que tu cours vite ou que tu soulèves une grosse charge à la salle, en fait, l'avantage de la salle, c'est que c'est facile de contraindre le système musculo-squelettique et d'avoir des contraintes qui sont suffisantes pour induire l'hypertrophie. Mais moi, je pense que tu peux induire de l'hypertrophie aussi à l'extérieur, quoi. Ça dépend encore une fois Ouais, comment mais tu... en fait, c'est vrai que comme tu dis, le corps s'en fout dans le sens où, comme tu dis, tu peux très bien faire de l'endurance localisée. Je sais pas si tu fais Ouais. un développé couché léger, énormément de reps, etc. Tu peux induire des adaptations qu'on retrouverait sur de l'endurance classique, entre guillemets, course à pied, vélo, toutes ces choses-là. Mais c'est simplement le pattern qui va changer. Mm. Et après, en fait, là où il y aura une notion de spécificité, ce serait peut-être plutôt par rapport enfin, les adaptations nerveuses, là, c'est plutôt les adaptations de force qui sont plus spécifiques. Mm. Et là, pattern dépendant pour le coup. Mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a tellement de choses à dire, mais ça me ferait partir dans tous les sens. Mais ouais, globalement, le corps s'en fout à partir du moment où on parle d'adaptation tissulaire ou de choses qui sont métaboliques en fait. Puisqu'il perçoit une tension mécanique, il y a des réactions physiologiques à ça, et donc de déplétion glycogénique, de sécrétion de hormones de croissance, de ceci, de cela. Et derrière, ça aboutit à des adaptations. Mais au final, que tu le fasses, quels que soient les mots sur lesquels qu'on met sur les exercices, le squat, le deadlift, le n'importe quoi, c'est pas forcément ça qui est important, c'est la modalité, la façon dont on va réaliser cet exercice. Justement, j'aime bien dire ça aussi, mais par exemple, quand tu fais un squat, tu peux tout faire avec un squat en fait. Tu peux faire de l'endurance localisée, Bah, tu peux faire de la force, tu peux faire de l'hypertrophie, tu peux faire de la puissance, tu peux faire de l'explosivité, tu vois. Il y a plein de mouvements comme ça où en fait, suivant comment tu vas gérer les paramètres et comment tu vas réaliser le truc, tu vas engendrer des adaptations carrément différentes. par exemple, tu fais un AMRAP, non pas un AMRAP, un EMOM, et que sur le EMOM, en fait, tu laisses que, on va dire, 10 secondes de récupération avant la fin de la minute et le nouveau commencement de ta série. En fait, la récup, elle est tellement pincée que tu vas être forcément sur des adaptations qui seront peut-être glycolytiques ou oxydatives. Alors qu'à l'inverse, si tu faisais que 1 à 2 répétitions avec des pourcentages qui sont hyper élevés, bah là tu pourrais avoir des adaptations de force. Donc c'est-à-dire que même au sein de l'exercice,
T'as juste à changer différentes choses, l'intensité. Et ça, d'ailleurs, on va revenir sur les paramètres qu'on prend en compte pour la gestion des interférences. Mais au final, ouais, c'est comme Alexis dit, indépendamment de l'exercice ou quoi, tu peux adapter le corps sur de l'endurance ou de la force, suivant ta gamme de répétitions et l'intensité adoptée, quoi. Tu disais tout à l'heure que globalement, en fait, cette notion d'interférence qui fait beaucoup parler sur les réseaux d'ailleurs, c'est un sujet, ça fait J'adore. plusieurs années, je crois que ça s'arrêtera jamais, mais bah, après, en même temps, les connaissances sont encore. Enfin, c'est un domaine de recherche qui est enfin, assez récent, mais qui se développe pas mal. Et de la même manière qu'avec l'hypertrophie, enfin, il y a plein de sujets comme ça qui mènent à débat, et ça fait beaucoup parler. Mais justement, ce que tu expliquais, c'est que globalement, le phénomène d'interférence, il va surtout intéresser plutôt des gens qui sont plus avancés et qui ont un certain niveau de pratique, parce qu'il y a cette notion de spécificité du signal dont tu parlais, et qu'au final, quand tu es plutôt débutant, c'est vrai que quelqu'un qui débute, je sais pas, quelqu'un qui se met à faire du crossfit ou du triathlon, mais qui en même temps veut faire une prépa physique à côté de son triathlon, et qui se prend la tête avec ah oui, si je vais à la salle derrière enfin ça va limiter ma progression sur le terrain, enfin c'est peut-être moins vrai chez quelqu'un qui débute que chez quelqu'un qui est plus avancé. Et justement, ça nous mène à parler des différents paramètres, notamment les 5 paramètres qui vont influer sur ces interférences et comment on peut les manipuler. Donc les paramètres, on a la fréquence, on va en parler, l'intensité, la modalité, il y a le temps qu'on laisse entre les... Enfin voilà, je te laisse Ouais. en parler un petit peu. Là, ça fait beaucoup, mais ouais, en fait, il y a 5 paramètres à prendre en compte pour gérer au mieux, en tout cas, ou limiter, on va dire, le risque d'interférence. Alors évidemment, ça va être dépendant du niveau. Au début, sur les niveaux très bas, t'as même pas besoin de te soucier de ça. Euh, mais plus tu avances, et plus, en gros, j'ai envie de dire, plus le volume de l'athlète augmente, plus tu vas avoir une nécessité d'optimiser, que ce soit sur la gestion des 5 paramètres dont on va parler, mais aussi sur les facteurs externes, notamment nutritionnels, etc. Mais ouais, globalement, faut pas trop se prendre non plus la tête, je pense, sur ça. Par exemple, moi, je considère que si et là ça va être assez réducteur, mais si tu t'entraînes pas 2 fois par jour, déjà, globalement, la gestion des interférences, ça a pas trop de sens. Y a pas besoin de se prendre la tête. En 24 heures, tu vas largement pouvoir t'adapter au signal que tu as envoyé le jour J, etc. Récupérer pour avoir un second stress un peu différent. Donc, premier paramètre, ça va être la fréquence d'endurance. Alors, en fait, plus tu fais de l'endurance, évidemment, bah, plus tu as de risque d'interférer. Ça, c'est le premier paramètre. Je pense qu'on va passer assez vite sur les paramètres. Ensuite, tu as l'ordre. Est-ce que tu veux faire de la force avant ou tu veux faire de la force après l'endurance? Évidemment, ça va dépendre de l'objectif de l'athlète. Parce que moi, si j'ai un athlète d'endurance, par exemple, lui, il y a un truc qui va être contre-productif, ça va être l'hypertrophie. Et lui, il veut pas l'hypertrophie. Il veut juste les gains nerveux, en fait, qui vont soutenir la performance. Et lui, l'hypertrophie, il veut pas. Du coup, bah là, on pourrait très bien dire, bah, je fais la force d'abord. Ensuite, je fais l'endurance juste après. Comme ça, je sais que à partir des voies métaboliques, je vais un petit peu inhiber l'hypertrophie au final. Mais par contre, je vais gagner mes gains nerveux parce que pour moi, le côté nerveux, c'est un peu différent des gains d'hypertrophie et les voies métaboliques. Donc, il va y avoir l'ordre qui va rentrer en jeu. Après, il va y avoir l'intensité de la modalité d'endurance. Plus on va se retrouver sur quelque chose de très intense, tout à l'heure, je parlais du sprint, et moins on va avoir d'interférences. Et ça peut être assez contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire, bah en fait, si je fais de la basse intensité, je vais moins interférer parce que je vais moins contraindre le système. Mais en fait, c'est faux. Encore une fois, le corps, lui, il se fiche un peu. Tout ce qui l'intéresse, c'est de voir de la tension mécanique que tu développes. Et le corps devient meilleur à ce que tu fais. Donc globalement, si tu fais trop de basse intensité, et ça, je pense que le mécanisme derrière, c'est juste que d'un point de vue de tension mécanique, tu habitues ton corps à des tensions mécaniques qui sont plus basses, de moins grande intensité. Et du coup, bah, ça va plus interférer avec ton travail de haute intensité. On a ça. Après, on avait quoi? Attends, t'as parlé de la fréquence, t'as Fréquence. parlé de l'ordre des modalités, Ouais. force en L'intensité. premier ou pas, t'as parlé de l'intensité, ça fait 3. Après, il y a la modalité, est-ce que c'est porté Ah ou ouais, non? sur la modalité, en fonction de ce que tu utilises, si par exemple tu utilises une modalité portée, vélo, rameur, etc., versus une modalité à impact comme la course à pied, globalement,
en tout cas, on observe que la course à pied, ça interférait plus, probablement à cause des dommages musculaires et de la composante excentrique, etc. On mettra le schéma que tu avais fait, que tu avais repris de Ouais, l'étude. c'était un schéma. Alors, c'était pas par rapport à la performance sportive, c'était plutôt par rapport au côté, classique pour la plupart du monde. Mais les derniers paramètres, c'était quoi? L'organisation, je crois, Ouais. combien de temps on laisse entre les deux. Et globalement, il apparaît que si tu laisses 6 heures entre deux modalités, d'un point de vue interférence, t'as pas trop à te prendre la Alors, tête, quoi. c'est vrai que ces 5 paramètres, ils permettent de faire un modèle global. Maintenant, évidemment, comme tu disais, ça va dépendre du contexte, comme d'habitude. Context matters. Ça va dépendre de la spécificité. Il faudrait prendre un exemple. Parce que, tu vois, si on prend par exemple un athlète CrossFit, il va avoir besoin, C'est la surtout à haut spécificité. niveau, c'est là que ça fait pas mal parler sur les réseaux aussi par rapport aux gens qui font du CrossFit, cette notion d'interférence. Mais en même temps, c'est aussi le contre-argument en disant oui, il y a des interférences. Bah non, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'interférence puisque les athlètes CrossFit ils sont à la fois forts, endurants, musclés, ils ont tout. Mm. Donc finalement, c'est que enfin, on peut très bien tout faire à la fois. Sinon, tu pourrais pas être à la fois hyper musclé, hyper endurant alors qu'il y a des gens qui le sont. Donc voilà, mais on voit que euh, les besoins, par exemple, dans un sport comme le CrossFit, vont être différents évidemment des besoins qu'il va y avoir en triathlon, en trail, en natation, enfin, et même au sein même de ces sports-là en fonction de ce que Mm. tu fais. Donc il faudrait prendre un exemple pour savoir comment on pourrait manipuler ces paramètres pour minimiser les interférences. Toi, je sais que tu as pas mal de... Tu as des cyclistes, tu as plusieurs types de profils. C'est vrai que là, si on part sur si on part sur une discipline spécifique, déjà, là, par exemple, sur le cyclisme, euh, tu sais que l'hypertrophie, ça va pas être ce que tu vas rechercher. Donc là, tu vas plutôt être sur les qualités d'endurance, bien sûr, mais après, par rapport aux qualités de force, aux qualités neuromusculaires et aux qualités des tissus, il va y avoir des besoins très spécifiques, mais tu vas plus te concentrer sur l'aspect nerveux et la spécificité des adaptations de force, des adaptations neurales, nerveuses, plutôt que les adaptations structurelles, donc d'hypertrophie, de gain de muscle. Mm. Et donc du coup, comment toi tu verrais comment minimiser un peu l'interférence, disons, les interférences, disons, sur un cycliste à haut niveau, et on prendra l'exemple après, on parlera de Martin. Je pense que Martin, il écoutera le podcast. Tu peux peut-être prendre l'exemple d'un cycliste comme ça qui s'entraîne 2 fois par jour à haut niveau. Ouais. Bah, en fait, déjà, Enfin, si tu t'intéresses à un athlète qui a un gros volume et qui est plutôt haut niveau, il va tellement pratiquer d'endurance. Hmm. Il va avoir un volume tellement élevé que là, pour le coup, la spécificité du signal, ce sera tellement envoyé sur l'adaptation en endurance. J'ai envie de dire, les gains d'hypertrophie, des fois, ça fait peur, hein, des athlètes, ouais. Si je fais de la force, je vais gagner en masse musculaire. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Ça demande quand même pas mal d'investissement. Ça demande de l'investissement. Ça demande aussi des manipulations nutritionnelles. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, une grosse biodisponibilité, enfin une grosse disponibilité énergétique. Il faut des apports en protéines conséquents. Et c'est pas comme ça que tu crées de l'hypertrophie. Et chez moi, déjà, c'est chez un athlète qui fait du très haut volume, c'est pas forcément des considérations que j'ai pour limiter les interférences. Globalement, moi, il s'entraîne souvent en termes d'entraînement résistance, il s'entraîne 2 fois par semaine, très rarement 3, sauf hors saison. Donc là, déjà, on est sur un volume qui est assez minimal. Et c'est beaucoup orienté sur du gain de force, donc de la très haute intensité, avec des temps sous tension qui sont au final pas non plus extrêmement longs. Donc là, d'un point de vue gain structurel, alors on pourrait parler des répétitions effectives. Je sais que t'es Oui, et probablement. j'ai prévu d'ailleurs de faire un petit aparté, mais j'ai prévu de faire un post là-dessus bientôt, là, pour ceux qui écoutent le podcast. Peut-être que ce sera déjà sorti ou que ce sera bientôt, mais par rapport, tu sais, à cette zone, Oui, oui, oui. tu sais, la zone des 6 à 12 reps, Pour ça que je et nuance, mais où on sait aujourd'hui que c'est un mythe, alors même si ça peut être optimal sur plein de trucs, enfin, à plusieurs égards pour l'hypertrophie, mais que au final, par rapport à ce modèle des répétitions effectives, si ça te parle pas, on en a parlé dans le tout premier podcast Hmm. sur l'échec, l'hypertrophie, etc. Mais où en fait,
Dans une série, tu peux avoir jusqu'à 4 à 5 répétitions effectives. Et au final, même quand tu fais de la force, si tu fais des séries Ouais. de 3 reps, tu as quand même 3 reps effectives. Enfin, si tu es proche de l'échec. Si c'est Ouais. pas le cas, non. C'était le Mais papier là, qui comparait 3 fois 10 répétitions et 10 fois 3 répétitions avec le même nombre de RER, je crois. Et oui. au final, ils avaient la même hypertrophie alors que tu étais sur du 3 RM, quoi. Oui, donc, bah, donc, c'est donc c'est encore ça en une fait. preuve qui va dans le sens Ouais, donc oui, des non, mais je suis répétitions d'accord. effectives. C'est pour ça que je dis, bon, il n'y a pas que du nerveux ou quoi, mais généralement, quand même avec un athlète d'endurance, tu fais du 3 RM, enfin, ou en dessous, etc. On va quand même être sur du gain extrêmement nerveux, donc de développement de la force, de développement du taux de développement de la force, des qualités peut-être d'explosivité, de puissance, etc. Et moi, ça, c'est des qualités nerveuses qui sont importantes pour soutenir la performance en endurance. Mais quand on s'entraîne en résistance à hauteur de 2 fois par semaine, et quand derrière on a un volume d'endurance de 10 à 15 heures, franchement les interférences, enfin en tout cas en termes d'adaptation type hypertrophie, ce qui pourrait être contre-productif, on n'a même pas trop à se poser la question, quoi. Donc moi honnêtement, juste ce que j'essaie de faire, c'est de poser l'entraînement en résistance le même jour que les entraînements à haute intensité. Comme ça ça permet de matcher en fait les tensions mécaniques, encore une fois, et de se dire, bah voilà, là mon athlète il va faire un gros entraînement de force, et là il va faire aussi dans son activité quelque chose à très haute intensité. Comme ça on va être à peu près sur le même côté du continuum. Plutôt sur mTOR. Ouais, 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 Et tu vas plutôt. pas envoyer des signaux qui pourraient être Ouais, c'est physiologiquement ça. contradictoires. Après, ça, c'est un débat. Il y en a, ils disent, ouais, non, moi, je préfère garder de la qualité et du coup, je préfère faire ça un autre jour ou quoi. C'est en termes de gestion aussi de la planification au global, de gestion de la semaine, etc. Moi, c'est ce que je préfère faire. Après, c'est toujours, c'est toujours Après, nuancé, toi, quoi. je sais que t'aimes bien utiliser les clusters, donc Ouais, qui est une méthode, mais du coup, j'imagine pour ce genre de méthode-là et des variantes évidemment des clusters, mais pour, euh, pour maximiser les adaptations nerveuses, mais en minimisant le structurel. Parce que toi, ce qui t'intéresse plutôt, c'est peut-être le gain de puissance, le hmm, gain de capacité à produire une force maximale, et aussi à produire cette force maximale le plus rapidement possible, hmm. donc le RFD, le taux de développement de la force, ce qu'on vulgarise par l'explosivité. Donc ces qualités-là d'explosivité, de puissance, de force, c'est vraiment ce qui t'intéresse le plus et peut-être moins l'hypertrophie. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, quand on parle des interférences physiologiques, il y a mTOR et AMPK, mais en fait, mTOR, c'est lié à l'hypertrophie. Tu Ouais. vois, donc Oui, en fait, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a vraiment une interférence entre les adaptations nerveuses, donc purement centrales au niveau du système nerveux, qui là ne dépendent pas ouais, franchement c'est la commande, en de fait. Ouais, mTOR, ouais, qui mTOR est la protéine qui déclenche la biogénèse des ribosomes et la traduction de nouvelles protéines, etc. Donc pour faire de la synthèse de nouvelles protéines, pour faire de l'hypertrophie à un niveau purement périphérique, donc au niveau du muscle, ça c'est mTOR, mais les adaptations nerveuses, donc de force, qui sont liées à la coordination ouais. intermusculaire, spatiale, temporelle, tout ça, la fréquence de décharge des unités motrices, tout ça, qui sont des adaptations qui sont spécifiques au mouvement que tu pratiques, ça interfère moins, probablement, non? Ah, je sais. Euh, Bah oui, oui, forcément, ouais. Mais j'étais en train de penser, par exemple, à la pliométrie. Pliométrie, on a des gains de force, on a des gains nerveux. Mais Ouais. en termes de structurel, probablement qu'on a quand même un peu de structurel parce qu'on a de Si, ouais. l'excentrique rapide. Mais, Ouais, j'ai lu justement là. mais en termes de voie métabolique, par contre, j'ai aucune idée de l'influence, quoi. Bah, mais en fait, là où tu vois, là, pareil, en fait, on a tendance à catégoriser, et ça, je trouve ça intéressant d'en parler, même si c'était absolument pas prévu, mais euh, c'est qu'en fait, on a tendance à mettre des modalités d'entraînement ou des types d'exercices, etc. On met ça dans des cases et on se dit, tiens, bah ça, la pliométrie, c'est Mm. pour ça. La force, c'est pour ça. Tac, la zone 2, c'est pour ça. Enfin, Ouais. je caricature, mais c'est un peu ça au final. Alors que on se rend compte, et j'ai lu justement là-dessus, même si c'est pas le sujet, mais il y a une méta-analyse là qui était intéressante sur la pliométrie, et comme quoi il y avait des gains d'hypertrophie même Mais avec de la oui, oui. pliométrie. Alors que euh, instinctivement, tu dis non, mais la pliométrie, c'est pour gagner en hauteur de saut, c'est pour de la raideur tendineuse, c'est pour gagner de la puissance, de l'explosivité, du RSI, on en parlait dans le dernier podcast, etc. De la réactivité, des choses comme ça, plutôt des qualités d'explosivité. Bref, alors qu'en fait, même avec de la pliométrie, avec des sauts, tu peux faire de l'hypertrophie, Mm. tu peux faire des qualités de force,
Et ça va dans le sens de ce qu'on disait, comme quoi le corps il s'en fout un peu de ce qu'il voit, c'est la tension mécanique, c'est vraiment les modalités de force que tu lui envoies. La Ouais. force, c'est le langage des cellules. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a de la caricature, parce que dans le monde de l'endurance, généralement, les athlètes font de la plio Hmm. parce que ils veulent justement rechercher un gain de puissance et d'explosivité sans gain structurel. Et c'est connu aussi pour ça, hein. Enfin, classiquement, les gens utilisent la pliométrie parce que tu développes pas autant, probablement, l'hypertrophie. Après, oui, c'est probablement que tu peux, si tu surcharges progressivement la plio, etc., et puis avec les contraintes d'excentrique rapide, etc., je pense que tu peux aussi bien, peut-être pas aussi bien, mais développer l'hypertrophie. Ouais, voilà. En fait, au final, cette notion d'interférence, elle est assez. Elle est pas désuète parce qu'elle a un sens, mais elle est vraiment très spécifique à est-ce que je veux à la fois développer des qualités d'endurance qui vont stimuler MPK et en même temps Mm. mTOR et du coup stimuler les deux qui s'inhibent Ouais, mutuellement. Enfin bref. Euh, j'ai un dernier exemple. vas-y. J'ai un dernier exemple, mais c'est si on regarde un peu les activités, par exemple, si on regarde soit l'aviron ou le ski de fond ou le biathlon, le ski de fond, c'est des athlètes qui répertorient les plus grosses VO2 max, donc les plus grosses capacités pulmonaires, cardio-respiratoires. Donc globalement, en termes d'endurance, entre guillemets, c'est un peu la référence. En plus, ils sont en corps entier, donc c'est vraiment quelque chose qui sollicite un max le système Ils ont quoi? cardio-respiratoire. Ils ont 70, Ah, il y 75 a déjà millilitres eu des minute VO2 kilo. plus au-delà de 90, Ah 95. oui, j'avais plus les Enfin, données, ils ont mais vraiment des c'est gros énorme. moteurs, c'est ce qu'il faut se dire. Mais par contre, si tu leur testes, par exemple, leur qualité neuromusculaire au niveau de leur puissance, surtout au niveau du membre supérieur, on a aussi des athlètes qui sont super, super puissants et super forts. Et quand tu regardes aussi le physique des biathlètes ou ceux qui font de l'aviron, on est quand même sur du bonhomme assez costaud. On n'est pas sur du marathonien avec des silhouettes hyper fines. On est quand même sur des gars ou des filles qui ont quand même des physiques assez conséquents. Et donc là, tu es en train de. Enfin, moi, quand je vois ça, je me dis, ah ouais, ils ont aussi optimisé un petit peu le côté hypertrophie parce que potentiellement, ça les aide dans leur performance, mais ils ont aussi répertorié les plus grosses VO2 max. Donc c'est que globalement, à un moment donné, la notion d'interférence, tu vois, ouais, Et puis quelque part, si on voulait réconcilier l'hypertrophie avec l'endurance, déjà, il y a une chose qui est certaine, c'est que si on veut être endurant, il faut hypertrophier un muscle qui est le cœur. ouais, et les poumons, ouais. Donc, Ouais, oui, bah oui, les muscles donc le libérateurs, myocarde, quoi, respiratoires. le cœur, enfin ça, on en parle peut-être pas assez, parce que c'est vrai quand on parle d'hypertrophie, on parle des muscles superficiels, quoi. Enfin, Ventricule gauche. voilà, alors que là, il y a cette notion d'hypertrophie excentrique du myocarde, Et du ventricule gauche, ouais. parce que au final, tu prends Martin Fourcade, tu prends les meilleurs biathlètes, même si j'ai pas une très grande culture de ces sports-là par rapport à toi, mais ces gens-là ont une fréquence cardiaque de repos qui est hyper basse parce qu'ils ont un cœur qui est très hypertrophique, qui est très gros, qui envoie beaucoup de sang. Ouais, Donc forcément, il n'y exactement. a pas besoin de pomper à une grande fréquence pour envoyer beaucoup de sang justement dans le système sanguin et du coup jusqu'à la périphérie pour utiliser cet oxygène au niveau des muscles. Donc ouais, l'hypertrophie déjà elle est essentielle et ça me fait revenir sur cette notion d'entraînement spécifique des tissus où au final, quelque part, on peut voir l'entraînement Mm. d'endurance comme un entraînement des tissus, mais soit à un niveau central d'un point de vue cardiaque, donc au niveau Ouais. de l'hypertrophie du cœur. Donc on peut, et ça je pense c'est plutôt il y a des modalités spécifiques, tu pourrais peut-être en parler, bon, on verra ça plus tard, peut-être dans un autre Ouais. podcast, ça peut partir tellement loin, euh, où en fait il y a des modalités d'endurance spécifiques qui vont peut-être aller hypertrophier le cœur spécifiquement, ou à l'inverse, euh, Ouais. toucher plutôt des adaptations mitochondriales ou spécifiques à la périphérie dans le muscle au niveau de l'utilisation de l'oxygène, etc. Donc tu vois, même au sein du travail d'endurance, on peut avoir cette notion d'entraînement spécifique des tissus. Depuis tout à l'heure, on parle de ces interférences, on parle d'entraînement de force, on parle d'hypertrophie, d'endurance, mais par contre, on n'a peut-être pas parlé suffisamment de l'entraînement des tissus qu'il y a en parallèle, parce que effectivement, il y a dans l'entraînement des tissus, il y a l'hypertrophie, le fait de gagner de la masse musculaire, mais il y a l'entraînement de la force,
donc du point de vue capacité du système nerveux, il y a aussi, après, il y a d'autres tissus. Il y a les tissus conjonctifs et il y a les articulations. Et ça, c'est quelque chose qui souvent, on n'en parle pas, parce que forcément, quand tu parles d'interférence, tu vas parler de mTOR, MPK, on parle d'hypertrophie, on parle de ces choses-là au global. En fait, on a cette vision d'entraînement externe, ce que j'expliquais au début du podcast, mais on n'a pas cette vision interne, en fait, où on va vraiment spécifier sur les tissus. Et quand tu fais, si on reste sur l'exemple du cyclisme, et puis après on va prendre l'exemple, je prends l'exemple de Martin, parce que ce qui est intéressant avec Martin, c'est que c'est un athlète qu'on a en commun. Moi je l'avais sur la réathlétisation, parce qu'il avait des problématiques spécifiques, notamment au niveau de la hanche. Puis on se rend compte après avec un bilan que son problème de hanche venait d'ailleurs aussi. Et puis Rémi, lui, il l'a carrément sur le vélo, c'est toi qui l'entraîne. Qui a un gros volume d'ailleurs en cyclisme, quasiment au niveau professionnel. Et donc ça, c'est un exemple qui va être intéressant. Donc, il y a, oui, l'entraînement d'hypertrophie, l'entraînement de force, mais il faut mêler non seulement ça, donc oui, l'entraînement de force, hypertrophie peut-être, avec le sport de l'athlète. Donc là, si on va aller sur l'exemple du cyclisme, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, un autre sport d'endurance. Et après, il y a aussi l'entraînement des tissus, parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à catégoriser hypertrophie, force, mobilité, entre guillemets, et endurance. Et en fait, tu te retrouves avec tout ça, tu te dis, mais comment j'organise tout ce bordel ? Et là, comment on va organiser tout ça ? Forcément, ça peut faire beaucoup de choses quand on étudie les choses au global, mais en fait, après, là où ça va être important, ça va être tout le travail, et là, on détaillera pas, mais tout le travail d'analyse de l'activité, et des besoins de l'activité, mais aussi les besoins de l'athlète en lui-même, d'un point de vue des tissus et d'un point de vue endurance. Et c'est ça, après, c'est l'évaluation qui va orienter derrière comment on planifie et sur quoi on travaille. Donc, j'aimerais bien partir sur l'exemple de Martin, qui donnera un exemple très pratique de comment on peut... parce que ce qui est marrant, c'est comme je disais, on travaille ensemble dessus en parallèle, et ça peut donner une idée de comment on organise un peu tout ça, parce que Martin, en fait, il va travailler à la fois sur sa préparation physique, donc sur des qualités de force. Il va travailler, évidemment, la majorité du temps sur le vélo. Et en parallèle, des qualités tissulaires bien spécifiques en lien avec sa réathlétisation. Et donc, il arrive à faire tout ça. Martin, moi j'ai fait un bilan articulaire avec lui, où en fait, je prends mon téléphone, là je triche un petit peu pour me rappeler, mais parce que j'en fais beaucoup. Alors, il avait... Ce qu'on a observé quand j'ai évalué, c'est qu'il avait un pied bloqué en supination et en inversion de cheville. Il manquait de rotation tibiale et de hanche, mais aussi de flexion des hanches. Voilà, ça c'est... En gros, je fais un bilan articulaire, j'évalue la capacité de mouvement en fait, au niveau de chaque articulation. Et ça c'est important parce qu'on a beau s'obséder autour des muscles, etc. Ce qui t'intéresse dans le sport, c'est aussi la capacité de mouvement que tu as. Et là, justement, ce qui est intéressant dans ce que j'explique, c'est qu'il manque de flexion des hanches pour un cycliste. Un cycliste au niveau, quand tu es sur le vélo, tu fléchis les hanches, quoi. Donc, si tu manques de capacité en flexion des hanches, tu n'arrives pas à exprimer une flexion des hanches qui soit, on va dire, complète ou en tout cas importante, derrière, tu vas compenser et... voilà, tu vas perdre en variabilité, ça peut impacter ta performance, etc. Et ça va être différents aspects. Parce que du coup, après, sur le vélo, s'il fait un certain volume dans une compensation qu'il ne devrait pas avoir à haut niveau, et derrière, il va se blesser. Et le plus gros frein à la performance, c'est la blessure, etc. Donc il faut qu'on arrive à tout... orchestrer. Il faut tout orchestrer, en fait. Il faut être à la fois sur un développement des qualités, un maintien d'autres qualités... chercher à limiter le risque de blessure, ou en tout cas mitiger les conséquences de la blessure si elle a lieu quand même. Bref. Ouais. Donc moi, ce que j'ai observé, c'était ça. Donc il est sur le vélo. Pour pédaler, faut bien appuyer sur les pédales. Quand tu appuies sur les pédales, ton pied, il doit être capable d'exprimer du mouvement, d'aller en pronation, avec une cheville qui va en éversion. Donc c'est... vers l'intérieur. Après, on détaillera peut-être plutôt dans d'autres podcasts. Après, les points de... Petit aparté, mais si tu observes les points de pression lorsque tu appuies sur la pédale et au moment dans le cycle de pédalage où tu as un maximum de force, c'est orienté sur le premier métatarse. Ouais. Donc c'est orienté sur la base du premier métatarse, donc c'est quand même orienté sur de la pronation
Et donc, si tu exprimes beaucoup de supination, c'est quand même pas optimal. Voilà, là où Reste lactique. je vais essayer d'expliquer, même si c'est des choses qui sont un peu techniques, mais parce que c'est de la biomécanique du membre inférieur. Mais l'idée, c'est que tu es sur le vélo, tu appuies sur la pédale, comme tu dis, le point de pression, c'est majoritairement au niveau du Ouais. premier métatarse. Donc en fait, du coup, si la majorité de la force, elle est sur le premier métatarse, donc le premier métatarse, c'est La base du gros orteil. la base du gros orteil, donc de l'hallux, qui est sur l'intérieur du pied. Forcément, quand tu vas pousser à cet endroit-là, ce qu'on appelle l'arche longitudinale médiale, qui est l'arche du pied ici. Il y a des gens qui ont des pieds plats pour le coup, c'est qu'ils ont pu, enfin cette arche est effacée et du coup le pied est plat. Donc cette arche là, il est censé s'affaisser vers le bas pour créer le mouvement de pronation du pied. On rentrera pas dans les détails, mais ce mouvement de pronation du pied, donc ce qui va permettre, les articulations du pied vont s'ouvrir, ce qui va permettre à l'arche de s'abaisser. Et ça, c'est en fait, c'est lié à d'autres mouvements dans le membre inférieur. C'est lié à la capacité derrière, quand ton pied va en pronation, Derrière. il faut que le calcanéus, qui est l'os du talon, aille en éversion. Donc en fait, c'est quand on parle d'éversion calcanéenne, en fait, on parle d'éversion de la cheville, en fait, c'est la même chose. Je vois ça à peu près de la même manière. Mmh. Et donc les deux sont liés. Quand on a une pronation du pied, on a une éversion calcanéenne. Derrière, forcément, tu t'appuies sur la pédale, tu as une dorsiflexion de la cheville. Donc, tu vois, tu vas avoir le genou qui va être en avant de la cheville. Tout ça, c'est lié. Mais pour exprimer de la dorsiflexion, il faut aussi avoir un genou et l'articulation du genou, le tibia qui est capable de tourner un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu vers l'intérieur. Et la capacité aussi de la hanche à tourner vers l'intérieur aussi. Et puis quand tu pédales, tu as tendance à aller en adduction même de la... Ouais, tu fais du torque interne un peu pour Du aller torque chercher. interne. Ouais. Un torque, en fait, c'est un torque interne. Donc là, faudrait même là, On va en gros, mettre le l'idée, schéma. c'est qu'on va produire une force qui va être vers l'intérieur et d'un point de vue de la rotation aussi. Tu vois, donc le pied va s'affaisser et aller vers l'intérieur, le talon aussi, le tibia, la hanche, et la hanche au-delà du fémur qui tourne par rapport au bassin, il va aussi avoir une adduction, c'est-à-dire que la hanche va rentrer vers l'intérieur tout simplement, le genou qui va rentrer. Et tout ça, c'est en gros, on produit une force qui va vers l'intérieur. Et ça, c'est important parce que c'est la biomécanique de base qui est importante. Mais si tu n'as pas cette capacité articulaire, et c'est ce qu'on avait déterminé avec Martin, où justement ton pied il est bloqué en supination et du coup tu n'arrives pas à exprimer une pronation. Donc en fait, les articulations du pied ne s'ouvrent pas. Derrière, la cheville, elle n'arrive pas à aller en éversion. Donc ton tibia aussi, alors est-ce que c'est une cause, une conséquence, l'œuf ou la poule, etc. C'est compliqué, mais en tout cas, le résultat est là. On voit que après, quand tu es sur le vélo, le mouvement du pied va empêcher le mouvement de la cheville, le mouvement du genou va être mal exprimé, et en fait, tout ça, ça peut remonter le long de la chaîne, puisque c'est la chaîne cinétique, et en fait, ça va créer des compensations le long de la chaîne. Et si on voyait la chaîne comme qui est résistante comme le plus faible de ses maillons, bah si le plus faible de tes maillons, en tout cas qui est très sollicité, c'est la hanche, et c'était le cas de Martin, et bah tu te retrouves avec des problématiques à la hanche. Donc moi de mon côté, on a déterminé ça, donc on s'est dit ok, t'as un problème à la hanche par rapport au vélo, donc on va évidemment travailler sur la hanche, mais il faut aussi travailler sur les problématiques les tissulaires les plus spécifiques, notamment le pied, parce que c'était là, il était vraiment limité. Donc on travaillait pas mal sur le pied. Donc ça, c'était les séances que moi je lui faisais. Et ça peut que aider, enfin, la petite aparté, mais ça peut que aider la performance, quoi. Si par exemple tu as une base qui est plus solide au niveau du pied et que tu arrives à avoir un tripode bien organisé et que tu arrives à avoir une poussée uniforme au niveau de la pédale, forcément, en plus la pronation qui est liée directement à la propulsion et à la capacité d'appuyer au sol, ou là dans ce cas-là dans la chaussure, ça peut que augmenter l'output, enfin, ça peut que augmenter la puissance produite par le cycliste. Alors peut-être qu'au début il faut se réorganiser parce qu'il s'est tellement enfoncé dans des compensations que faut quand même se réadapter tranquillement, etc. Et d'ailleurs ça a été un travail quand il a dû sortir, parce qu'il avait des semelles il me semble. Donc fallait le faire refaire du vélo sans semelle, histoire de se réhabituer un petit peu. Ça c'était la première des choses. Et aussi la seconde des choses, on parlait des rotations au niveau
au niveau de la hanche, du tibia, etc. Mais ça montre aussi l'importance de l'analyse un petit peu de l'activité. Alors, faut pas tout le temps non plus ouvrir tous les bouquins de biomécanique pour regarder exactement comment ça fonctionne ou quoi. Mais rien que déjà, des fois, avoir l'œil un petit peu extérieur et se dire, ah bah là, il y a de la rotation, c'est pas forcément néfaste, etc. Ça peut être important. Après, il faut reconnaître les limitations. Par exemple, sur les papiers, sur la biomécanique en vélo, on a tendance à toujours regarder le même plan, qui est le plan sagittal. Donc en gros, tu regardes une personne de profil et tu regardes les flexions-extensions, mais tu passes à côté de plein d'informations, et notamment ces informations dans le plan donc, frontal, c'est-à-dire devant, de rotation au niveau des hanches, au niveau du tibia. Et dans le cas de l'activité du vélo, on pourrait se dire, bah, de toute façon, on n'a que de la flexion-extension, la rotation, on s'en fout. Mais en fait, c'est faux, on s'en fout pas. Et c'est pour ça qu'après, Alexis a orienté le travail spécifique sur notamment les rotations, je crois. Voilà. Donc, ouais, on a fait ce bilan, on détermine les besoins. Lui, pour le coup, forcément, alors, on avait aussi on a évalué aussi le haut du corps, etc. Mais c'est des choses qui sont moins prioritaires par rapport à ces problématiques. Tu vois, là, en l'occurrence, problématique de pied, qui était parce qu'après on établit un ordre de priorité. Je ne vais pas expliquer comment je fais tout, parce que là ce serait une formation complète, mais on établit un ordre de priorité sur ce qu'il faut travailler, et en fait tu te retrouves avec des choses sur lesquelles tu dois travailler. Évidemment, j'allais pas lui faire de l'hypertrophie du haut du corps, tu vois, même si, enfin, ça n'a pas de sens. Donc, on travaille sur le pied, on travaille sur la hanche, on détermine ce sur quoi on doit bosser pour améliorer ces problématiques. Après, un point qui a été important aussi toujours dans l'exemple de Martin, c'est qu'il faisait trop de volume. Non, c'est la gestion globale de la charge. Peut-être pas en termes de volume, mais en termes de distribution de l'intensité, on va dire. C'est-à-dire, faire du volume, ok, c'est quelque chose, mais si tu fais 20 heures de marche, et tu vas marcher dehors, oui. Ça va, tu vois. Par contre, si tu fais 20 heures où tu fais du sprint, voilà, la demande, c'est pas la même. C'est-à-dire qu'il y a une notion de volume, mais il y a aussi une notion d'intensité. Et effectivement, le fait qu'en plus on puisse travailler avec Alexis ensemble, c'était bien parce que bah, j'avais une idée en tout cas du contenu qu'Alexis allait lui donner. Moi, je savais aussi en termes d'intensité ce que j'allais donner à Martin. Et après, nous, on pouvait se dire, bah, en fait, là, ce serait plus intelligent peut-être que tu fasses qu'une séance de renforcement, qu'une séance de réathlétisation, plutôt que d'en mettre 3. Plus les intensités que moi je lui mettais, au final, il finissait avec 6 intensités dans la semaine. Et là, bah, il y a un principe clé, hein, qui est le principe de capacité. Hein. Et donc, à un moment donné, quand tu excèdes la capacité, tu peux faire plein de choses bien. Mais si tu fais plein de choses bien de manière exponentielle, en fait, tu te blesses pour la même raison, quoi. C'est ça. Bah, en fait, pour être très honnête et hyper transparent, c'est vrai qu'au début, avec Martin, je me disais, mais attends, mais on a déterminé les problématiques très spécifiques, etc. Les résultats n'étaient pas forcément très encourageants. Ça avait même parfois tendance à se dégrader. Je dis, c'est pas possible. Parce que Qu'est-ce que tu fais, Martin? Je sais ce que je fais quand même. Non, mais aucun doute avec Martin, parce que Martin, j'ai que des athlètes sérieux globalement, donc j'ai aucun souci à me faire avec ça. Je sais que tout ce que je donne, c'est appliqué nickel, et on en discute pas mal. Mais c'est surtout, tu te dis, ok, j'ai déterminé des besoins très spécifiques. Si ça marche pas, il y a autre chose. Et forcément, c'était le volume, c'était l'organisation dans la semaine, c'était voilà. Après, il y a d'autres paramètres qui peuvent faire, comme tu dis, que t'as beau faire des choses qui potentiellement sont bonnes, ou sur le papier, même en pratique, mais c'est juste, t'en fais trop de bien. Enfin voilà, le trop est l'ennemi du bien, en fait. Et ça classiquement, chez les athlètes d'endurance, j'ai jamais de problème, moi en tout cas, d'une personne qui en fait trop peu. C'est toujours l'inverse, en fait. C'est, ah ouais, la réhab et tout, oui, la réathlétisation et tout, je vais en faire. Mais du coup, quand tu donnes de l'ISO et que ils te font tu dis de l'ISO par exemple sous ton seuil de douleur, et qu'au final ils bourrent comme des malades, après 2 jours après ils ont mal, quoi. Et puis après ils vont en refaire parce que l'ISO faut en faire tous les jours, tu vois. Du coup, oui, c'est bien d'appliquer les principes, mais des fois aussi il y a une grosse notion de juste de charge d'entraînement, en fait. Juste à un moment donné t'en fais un petit peu moins parce que tu peux pas tolérer plus, quoi. Et voilà. Et ce qui va, ouais, limite, il faut éliminer, parce que ça, c'est, je trouve, un des principaux problèmes et des erreurs qu'on peut faire au début, quand on débute, d'une manière générale, en tant que préparateur physique, en tant que coach ou quoi. C'est qu'au final,
voilà, c'était l'objet du podcast, mais on parle de force, on parle d'hypertrophie, on parle d'entraînement des tissus, de mobilité, d'articulation, on parle d'entraînement dans le sport, etc. Et en fait, on se dit, mais l'athlète, on pourrait lui faire tellement de trucs. Et en fait, là où, après, ce qui, je pense, peut faire la différence entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est mauvais, c'est limite la capacité, en fait, à sélectionner, à éliminer des choses et à aller dire, ok, maintenant, on va prioriser. Aussi bien dans l'entraînement, sur le vélo, tu vas... en fait, c'est l'organisation globale. Déjà, c'est qu'est-ce qu'on va faire très spécifiquement sur l'entraînement des tissus. Il n'a pas besoin de tout faire. Il faut qu'il fasse quelques 2-3 éléments qui vraiment vont améliorer sa situation. Dans la prépa physique, on n'a pas beaucoup de temps octroyé aussi, il faut qu'on soit super spécifique. Et après, le principal, en tout cas dans notre exemple, un cycliste à haut niveau, qui a un énorme volume sur le vélo, c'est quand même ça la priorité pour lui. Voilà. Et après, ça va être l'organisation de tout ça, en fait. C'est comme au début, il y avait 3 séances de réathlé et après, c'était en mode non, il faut en mettre qu'une ou deux. Et puis après, c'est jongler avec lui, ses priorités, ses échéances, pardon. Voilà, c'est de se dire là, il va faire 2 courses sur le week-end. Bah, au final, il fait déjà 2 intensités. Donc là, déjà, je te dis, je vais refaire une séance de réathlé et puis une séance. Il faut se réadapter, quoi. Donc, cette notion de gestion. J'aurais voulu te parler de. Pour terminer. Sprint. Pour terminer, je voulais parler rapidement parce que je sais qu'il y en a qui vont se poser la question de l'organisation des séances. Moi, d'une manière générale, en fait, j'ai tendance à organiser des séances en mode échauffement, travail, je vais dire mobilité, mais en travail sur des tissus spécifiques. Donc là, ça va dépendre d'un bilan, ça va dépendre des besoins. Et puis derrière, ce que j'appelle le travail d'intégration. Sur des mouvements globaux où là on va plutôt aller chercher des patterns, des mouvements polyarticulaires où on va réintégrer si on a cherché, enfin ça va dépendre de ce qu'on a fait dans le travail de mobilité avant, mais si on a cherché à développer de la mobilité sur une articulation, derrière on va réintégrer sur un mouvement plus large et là sur ce mouvement plus large on va développer des qualités d'un point de vue plus externe pour le coup. Des qualités de force ou des qualités d'hypertrophie, mais là dans notre exemple sur le cyclisme, on cherche pas trop l'hypertrophie, plutôt des qualités de force. Donc ça c'est un peu la façon dont on organise les séances, un échauffement qui peut contenir des rotations articulaires contrôlées, un peu de potentiation, derrière un travail de mobilité bien spécifique aux besoins. Donc là quand je prenais l'exemple de Martin, on faisait, pour être très transparent, on faisait des choses on travaillait sur la pronation du pied, on faisait un travail sur la cheville, un travail spécifique sur la hanche, parce qu'encore une fois, un cycliste qui peut pas fléchir les hanches, c'est quand même un problème. Et derrière, un travail global pour développer de la force en lien avec son sport. Donc voilà, ça c'est des choses qui font sens. Et puis évidemment en parallèle un management du volume parce que là sur la réathlée ce qui posait problème c'est qu'il faisait trop de volume sur le vélo et que derrière la douleur c'est quelque chose de complexe mais globalement quand on en fait trop ça reste quoi. T'as beau t'améliorer, améliorer la fonction de ton pied, la fonction de ta hanche, tu gagnes des degrés, tu es plus fort etc. T'as toujours mal parce quand que le verre il est rempli. Voilà, il déborde tout simplement. Donc ça c'est un peu l'aspect organisation des séances. Après, d'une manière générale, pour être très simple sur la programmation, la périodisation plutôt. Moi j'aime bien avoir une phase de base quand je commence avec quelqu'un, avoir déterminé des besoins et commencer avec un volume minimal effectif, tu vois. Et sur les exercices qu'on a sélectionnés par rapport à un bilan. Et derrière, orienter, alors ça dépend en fonction à quel moment on alterne les phases, etc. Ça va dépendre de plein de choses, mais des phases d'accumulation et des fois plutôt des phases d'intensification. Donc alterner entre augmenter fur et à mesure des semaines, des séances, le volume ou augmenter l'intensité. Après, ça doit être mis en commun évidemment avec ce qui est fait sur le vélo, parce que comme tu disais, c'est complexe, mais lui quand il a 2 sorties le week-end, qu'il a fait 2 séances d'intensité, à côté faut s'adapter sur la et juste d'une manière générale sur l'organisation et là pour le coup la planification, ça va être comment
comment on gère, enfin comment on organise, comment on met Ouais. les séances dans le calendrier, quoi. Ouais, bah moi je le dis direct, j'ai pas de dynamique de charge, hein. Ouais, ça Parce que c'est. non, bah, en fait, classiquement, le truc c'est qu'on pourrait avoir des schémas en mode bah, hors saison, on développe ça, ici on développe ça, puis à l'approche des compétitions, on commence à faire la dose minimale effective, on fait des rappels, machin. Mais en fait, pour moi, c'est comme tu disais, il y a la spécificité en termes de l'activité, donc l'intensité et tout, mais il y a aussi la spécificité de l'athlète. Par exemple, moi j'ai des athlètes qui naturellement sont hyper forts. Donc est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt du coup à peut-être baisser l'intensité et faire quelque chose qui est contre-intuitif, mais faire du développement plutôt d'hypertrophie ou de glycolytique ou de faire des EMOM par exemple avec beaucoup de reps, beaucoup de volume, quelque chose qui est pas du tout euh, recommandé entre guillemets pour développer les qualités d'endurance. Mais j'ai mon athlète, il est déjà fort, il est déjà puissant, il est déjà explosif. Est-ce que vraiment je dois suivre le schéma traditionnel de développer hors saison, enfin des qualités qui sont loin de la spécificité ou quoi? Donc en fait pour moi il y a aussi une notion d'évaluation des qualités et de développer spécifiquement les qualités. Donc après moi en termes de dynamique de charge, globalement quand je vais être proche des échéances qui sont principales, je sais que je vais être sur la dose minimale effective et des fois je serai même une fois par semaine. Donc ça va vraiment être des rappels. Et puis bah, plus je suis éloigné, Oui, là, tu vas plus je vraiment remets du mettre dans le, volume. dans le sport, tu C'est vas mettre l'entonnoir vraiment quoi. le focus sur la spécificité par rapport à comment l'effort s'exprime dans Ouais. l'effort de compétition. Ouais, Et tu ouais, vas et orienter par encore. rapport à ça. Et derrière, la Hum, prépa physique et la réathlète, tu la minimises, quoi. Forcément. Parce que tu vas mettre un maximum de ressources orientées sur enfin, sur ton échéance. Ouais, c'est Et ça. voilà, tu vas pas être. Et puis encore maintenant, de plus en plus, je me dis, ouais, est-ce que par exemple, ce serait pas plus intéressant? Là, j'ai un athlète qui, lui, se concentre sur des épreuves de 3 minutes. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'ultra intense. Mhm. Et je me dis, est-ce que à l'approche de la compétition, ce serait pas mieux de, au lieu de faire des qualités neurales ou quoi, lui faire des qualités qui matchent la spécificité? Par exemple, des, des EMOM de 3 ou 4 minutes avec des intensités qui sont ultra intenses. Mais justement, qu'ils soient, encore une fois, que tu matches en fait Pour ce que qui se tu passe sur le deviennes terrain. vraiment meilleur Bah dans, ouais, en dans la termes. Et puis, spécificité, et quoi. puis du coup, bah, tu essaies en termes de tension et tout, alors forcément de fréquence cardiaque, tu n'y seras pas, mais en termes périphériques, en tout cas, ce qui se passe au niveau du muscle, moi je pense que tu peux peut-être matcher. Et là, ça va un peu en opposition avec le classique de on fait des rappels de force juste avant les échéances ou quoi. Mais en fait, tu te rends compte que des fois, tu as des athlètes qui sont naturels bons dans des qualités nerveuses. Donc est-ce que réellement tu dois développer ça très proche? Donc après, bon, ça, c'est des débats, Là, c'est mais encore débat sur autre chose, mais c'est vrai que cette notion, de plus en plus, on se rend compte de l'importance de cette notion de spécificité. Et c'est d'évaluation. vrai que si tu es sur le schéma classique où plus je suis loin d'une compète, enfin après ça va dépendre aussi du sport, parce qu'il y en a qui ont des compètes toutes les semaines, etc. Là, pour le coup, l'organisation n'est pas du tout la même, mais en fonction du sport et du niveau, etc. Enfin, le calendrier va complètement changer. Ouais. Mais si tu prends comme certains sports en athlée où tu as une échéance compétitive vraiment à un moment et que après tu as large ou je pense en ski aussi, où tu as une off-saison Ouais, où t'es pas sur les skis qui peut être tu peux faire ce que très tu longue. veux. Si tu as ça où tu te dis tiens, off-saison, travail de qualité qui sont loin de la spécificité et je travaille la spécificité en fait qu'en approchant Ouais. des échéances, tu te dis mais en fait je m'entraîne que très rarement à être Oui, bon oui, oui, c'est dans sûr. l'effort de compétition. Donc des fois ouais avoir un effort, enfin développer les qualités spécifiques sur quoi en fait tu vas être évalué dans ta compète, Mm. Après, ça peut être tu peux onduler, hein. Je vais pas donner ouais. les corps de séance, mais globalement, ouais. J'ai un athlète qui fait du assez court et bah, des fois, je fais 3 séances par semaine et il y a une séance qui est très, on va dire, des gammes de répétition entre 8 et 12 avec des intensités qui sont assez élevées. En fait, c'est des clusters qui sont assez longs. Donc là, pour moi, c'est du pur glycolytique. Après, j'ai une séance de développement de la puissance maximale. Donc là, c'est vraiment des qualités nerveuses pures et dures, de l'explosivité ou quoi. Loin de la Ouais, fatigue, voilà, très très frais. très 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 bref. Et après, bah, j'ai encore une fois une séance comme la première. Et du coup, comme ça, je sais que je balaye un peu le spectre et que je fais toujours des rappels de puissance maximale parce que je veux quand même mes qualités nerveuses. Donc après, tu peux onduler comme ça. T'es pas obligé de faire des blocs spécifiquement. En plus, je pense que c'est pas ouf. Mais
Ouais, bah écoute, je pense qu'on va conclure parce que sinon on va partir sur plein de choses qu'on plus grand chose à voir avec le truc. Puis nous, de Ouais, toute façon, ouais, c'est... nous faut nous cadrer, faut nous arrêter parce que sinon c'est- on part pendant des heures. Euh, Globalement, on a parlé de plein de choses hyper intéressantes. On pourrait poursuivre. Et j'espère, n'hésite pas hein, si tu nous as écouté jusque là. T'es saoulé. Si tu nous as écouté jusque-là, mets des questions en commentaire, envoie-nous des DM Instagram, peu importe, un mail. Nous, on aime beaucoup recevoir les retours. On a de plus en plus de retours sur les podcasts. Ça fait très plaisir. On travaille beaucoup dessus. On essaie de vraiment produire le contenu de la meilleure qualité possible pour vous apporter le plus de valeur. Mais c'est cool d'avoir les retours pour justement, parce que derrière, une question peut amener à un autre sujet. Et Dans c'est le comme ça qu'on podcast d'après. Là. le prochain podcast qui d'ailleurs sera sur l'isométrie, petit teaser, encore une fois, mais c'est des fois une question qu'on nous pose et puis derrière on répond, on en refait un podcast. N'hésite pas à nous poser tes questions. Peut-être qu'on fera d'ailleurs des formats, peut-être, je sais pas, on changera peut-être des formats plus courts où on répondra vraiment à Ouais. plein de questions, comme ça on enchaînera des questions, on fera juste des réponses. Ce sera différent parce que là c'est quand même des thématiques assez larges et globales. Je pense que ça posera beaucoup de questions parce qu'au final, même si tu essaies de faire le tour du sujet derrière, Toujours des questions. forcément, là tu vois, quand je te parlais, on prenait l'exemple de Martin et l'entraînement des tissus et puis à côté toi l'entraînement sur le vélo, forcément on peut se demander ah oui mais quel volume et Ouais, précisément c'est tu sûr. vois. Distribution, ouais. Donc après ça pose plein d'autres questions. Mais voilà, on essaie quand même d'apporter le plus. Donc on a vu beaucoup de choses. On a parlé d'entraînement interne-externe, on a parlé d'entraînement des tissus, entraînement donc là qui est plutôt lié à l'entraînement interne, articulation, tissu conjonctif, muscles. On a parlé de l'entraînement énergétique, du lien qu'il y avait entre l'entraînement des tissus et l'entraînement énergétique, avec les interférences, les différents paramètres qui vont influer sur les interférences, les voies de signalisation, mTOR, MPK. Et puis après, ça je pense que c'est ce qui intéressait le plus, mais on a parlé quand même d'exemples concrets d'athlètes qu'on a et comment on pouvait intégrer tout ça. Et voilà, donc n'hésite pas à nous dire si le podcast t'a plu, si ça t'a intéressé. On a essayé de rendre le truc pratique parce que quand même il y avait beaucoup d'aspects théoriques très techniques. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et bah écoute, je te propose qu'on se retrouve dans le prochain podcast. À la prochaine.